Bonjour à tous et joyeux Noël! Attendez, il y a un truc qui cloche, non? Je reviens. Et bonne année! Non, attendez. Bonjour à toutes et à tous, voici enfin une nouvelle vidéo sur les techniques anti-piratage. Je sais que vous l'avez voulu, désolé du retard, mais cette fois on va mettre en lumière la Nintendo Wii, cette console révolutionnaire. Révolutionnaire car elle popularisera en fait une nouvelle notion dans le monde du jeu, le motion gaming. Vous savez, hein, on utilise la manette pour faire les mouvements. Alors, chez Sony, on fera pareil que Nintendo. Chez Microsoft, il y aura le Kinect, si vous vous souvenez. La Wii sera également la console parfaite pour la famille, ce qui donnera à Nintendo cette aura un petit peu familiale qui lui colle à la peau encore aujourd'hui. Générique. La Wii est sortie en 2006 au prix de 249 €. Elle était la console la moins chère du marché. Elle succède à la GameCube et fait partie de la 7ème génération de consoles, aux côtés de la PlayStation 3 et de la Xbox 360. Après un succès assez relatif de la GameCube, malgré une puissance supérieure par rapport à la PlayStation 2, Nintendo voit en la sortie de la Nintendo DS et de son succès comme un message. Les joueurs veulent de nouvelles façons de jouer. Il décide alors d'entamer le projet Révolution, nom de code de la Wii que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur tous les périphériques de la console sous le sigle RVL. Ce projet devait proposer aux joueurs une nouvelle façon de jouer avec ce qui sera appelé plus tard le motion gaming, en commençant par l'utilisation d'une nouvelle sorte de manette, la Wii Remote. Appelée également Wiimote, c'est le périphérique principal de la Wii. Elle contient un accéléromètre, un gyroscope et est utilisable principalement via l'infrarouge avec la Wii Sensor Bar. Elle permet de jouer au jeu avec le mouvement plutôt qu'avec un simple bouton ou joystick. Surtout avec le jeu phare de la console, Wii Sports. Nice spare! Évidemment, tous les jeux ne pouvaient pas se jouer avec uniquement la Wiimote. Nintendo sortira également le Nunchuk, un stick déporté de la manette principale et connecté par un câble. Surtout utilisé pour déplacer le personnage dans certains jeux, comme par exemple The Legend of Zelda Twilight Princess, qui était également sorti sur la GameCube. Au-delà de ça, la Wii permettait également le jeu en ligne, et aussi l'avènement des Mi, ces personnages créés par le joueur qui pouvaient ressembler aux membres de la famille, mais pas que. Le succès de la Wii sera stratosphérique, avec plus de 101 millions d'exemplaires vendus, contre 87 millions pour la PS3 et 84 millions pour la Xbox 360. Le plus étonnant pour Nintendo sera l'ouverture à énormément de nouveaux joueurs, les casual gamers, surtout attirés par le côté bien-être des jeux de la Wii comme Wii Sports, mais aussi Wii Fit avec le Wii Balance Board. Nintendo avec la Wii a ciblé un large public, y compris les non-joueurs grâce à une approche simple et conviviale, ce qui restera sa marque de fabrique pour de nombreuses années. Côté technique, la Wii ne révolutionnera pas la puissance de calcul. Elle embarque un tout petit processeur IBM PowerPC, nom de code Broadway, de 729 MHz, même architecture que sur la GameCube, mais cadencé légèrement plus rapidement. Ceci permet une meilleure compatibilité avec les jeux GameCube. Elle embarque également un processeur graphique ATI de type Hollywood de 243 MHz, permettant l'affichage maximum en 480p. Là aussi, même architecture que sur la GameCube, mais plus rapide, 243 MHz contre 162.
La Wii embarque également 64 mégaoctets de RAM GDDR3 en plus des 24 mégaoctets de mémoire vidéo, ce qui est 4 fois plus que la GameCube. Niveau stockage des données, la Wii embarque un stockage interne de 512 MO sur une NAND flash, certes peu par rapport à nos standards, mais largement suffisant, sachant que la Wii permet l'usage de cartes mémoire GameCube pour les jeux GameCube, mais aussi la possibilité d'utiliser une carte SD pour transférer des données. Et excite le mini DVD utilisé sur la GameCube, les jeux sont diffusés sur des DVD pleine taille de 12 cm, pouvant embarquer 4,7 Go sur les disques simple couche et 8,54 Go pour les disques double couche. D'ailleurs, ce format de DVD contient les mêmes protections que sur les disques GameCube, avec le fameux BCA ou Burst Cutting Area, et également les marques directement inscrites sur le disque. Pourtant, l'idée du mini DVD avait été utilisée pour réduire le piratage des jeux sur GameCube. Mais le passage à un plus gros disque était obligatoire pour Nintendo, pour faire en sorte d'avoir de la place disponible pour tous ces nouveaux jeux. Est-ce que passer à un format plus classique allait ouvrir le piratage sur la Wii ? Eh bien, pas tout à fait. Évidemment, quand on pense à la Wii et à l'anti-piratage aujourd'hui, on se dit « mais quelle protection ?» L'ouverture de la Wii au contenu non autorisé est le plus simple à faire aujourd'hui, grâce par exemple à Letterbomb, qui avec un simple faux courrier permet d'exploiter une faille dans la console et de lancer le hack de la Wii. Mais oui, vous vous souvenez des mails que vous pouviez envoyer et recevoir de vos amis directement sur la console. Cependant, ce hack est plutôt récent par rapport à la sortie de la console. Au début, le hack de la Wii était très compliqué. Comme dit précédemment, la Wii permettait de faire fonctionner des jeux GameCube avec un système de rétrocompatibilité natif permettant aux nouveaux joueurs de jouer à leurs anciens jeux GameCube sur la console. Et évidemment, c'est cet aspect qui a été en priorité attaqué par les équipes de hackers, car en effet, la GameCube avait déjà été défaite auparavant. Sauf que Nintendo y a également pensé, et les jeux GameCube ne fonctionnent pas directement sur la console. Les jeux GameCube utilisent un mode spécifique appelé le mode Sandbox, où certaines fonctionnalités de la Wii sont désactivées. Ce mode désactive l'accès aux cartes SD et désactive la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, et donc au Wiimote. Mais le plus important, c'est que ce mode verrouille également une partie de la RAM de la console. En effet, le mode GameCube n'accède qu'à 16 mégaoctets par rapport aux 64 mégaoctets de RAM de la console. Impossible donc d'utiliser le mode GameCube pour attaquer directement la Wii. Partons alors directement sur les disques des jeux Wii. Comme dit précédemment, Matsushita et Panasonic ont ajouté différents éléments de sécurité supplémentaires par rapport à un DVD classique. Malheureusement, Matsushita, qui fabriquait le lecteur de DVD pour Nintendo, a laissé un mode debug accessible pour normalement la configuration du SID. Ce mode debug était également présent sur la GameCube, mais avec un mot de passe différent. De plus, ce mode debug semble ne pas être accessible depuis la Wii en elle-même. Mais il semblerait que Matsushita s'est dit comment faire le moins d'efforts possible pour protéger le mode debug. Tout simplement en faisant le moins d'efforts possible pour changer le mot de passe. Passer d'un mot de passe en majuscule à un mot de passe en minuscule. Et oui, uniquement changer la case du mot de passe était suffisant pour Matsushita. Évidemment, ceci n'a eu aucun effet et quelques temps plus tard, un simple mode chip comme le Wii-Key pouvait alors activer ce mode debug et modifier le firmware du lecteur de DVD pour lire les disques sans avoir le BCA, et donc les disques gravés. Mais cette méthode, déjà pas donnée à tout le monde, ne permettait que le piratage de jeux par le biais de backup. En effet, la console et ses jeux étaient toujours chiffrés et ne permettaient pas l'usage de homebrew ou d'applications non signées. Car tous les jeux et les applications de la Wii sont chiffrés et signés par un identifiant unique, nommé Title ID, donné par Nintendo. Et pour déchiffrer le jeu, une clé de licence est nécessaire. Sans cette clé, iOS empêche tout lancement de l'application. Au départ, les hackers pensaient que cette clé de déchiffrement devait exister en RAM, quelque part. Mais cette assumption s'est révélée incorrecte. Pour comprendre comment la console fonctionnait en détail, des hackers ont analysé le processus de mise à jour. En effet, la console pouvait se mettre à jour aussi bien par internet, mais également via certains jeux qui ont des données de mise à jour situées sur le disque. Et les hackers ont remarqué quelque chose d'étrange. Le code contenu dans la mise à jour n'est pas du code PowerPC, mais du code ARM. Attendez, du code ARM ? Pourtant le processeur principal de la Wii est un processeur PowerPC. Que fait du code ARM sur un disque de Wii ? Il s'avère qu'à l'intérieur du SoC Hollywood fait par ATI, se trouve un minuscule processeur ARM V9 nommé Starlet, dont l'objectif est de gérer la sécurité de la console ainsi que les échanges avec les périphériques.
En effet, le Starlet se place en rempart entre tout accès externe et le processeur Broadway, refusant ainsi tout appel à des fonctions non signées par Nintendo. Au sein de cette puce se trouve un secteur mémoire qui contient une clé qui est unique pour chaque console. Cette clé est enregistrée dans la OTP, One Time Programmable Memory, un type de mémoire qui n'est programmable qu'une seule fois en usine. Et cette clé ne peut pas être extraite facilement, comme par exemple avec ce qui s'est passé avec la Xbox, car chose étonnante, tout le boot process de la Wii n'utilise pas de code PowerPC. En effet, les premières étapes de démarrage de la console utilisent du code ARM et est exécuté directement au sein du processeur Starlet. Une fois le démarrage terminé, le Starlet passe le relais au Broadway, le processeur PowerPC, et ainsi il prend le relais et démarre iOS. Rien à voir avec le système d'Apple. Et par extension, une fois que iOS est démarré, iOS n'accède au processeur que via des appels de fonctions préétablis. Ces fonctions sont par ailleurs chiffrées. Le processeur n'accède pas directement à la mémoire de la console, et tous les jeux ou applications doivent être signés pour être exécutés par le processeur. En voyant tout ça, on se demande comment la Wii a pu devenir la console la plus simple à pirater. Et il s'avère que malheureusement, toute cette protection ne servira à rien, et sera défaite par un outil que tout le monde possède chez lui. Revenons un peu au mode GameCube. Quand vous insérez un jeu GameCube et que vous lancez votre jeu, iOS active le mode Sandbox pour brider l'accès aux diverses fonctions non utilisées par les jeux GameCube. Ensuite, le jeu est exécuté comme s'il tournait sur une vraie GameCube. Pour rappel, iOS alloue alors les premiers 16 mégaoctets de RAM pour le mode GameCube, et ensuite bride l'accès aux 48 mégaoctets restants. Il désactive totalement iOS pour laisser le contrôle total au mode GameCube. Le problème est que malgré le fait que la mémoire est bridée en lecture, iOS ne vide pas la mémoire avant de basculer en mode GameCube. Théoriquement, ça devrait pas poser de problème, vu que cette partie de la RAM est censée être inaccessible. Et quand iOS se recharge, toute la RAM est remise à zéro. L'idée qui a germé dans la tête de l'équipe des hackers Failoverflow, les mêmes qui quelques années plus tard s'attaqueront à la PS3, était d'utiliser une simple pince à épiler pour envoyer du courant sur des pins normalement éteints. Oui, une simple pince à épiler. Et en avançant de plus en plus, les hackers ont pu faire en sorte de démasquer davantage la mémoire de la console pour arriver à un dump complet de la RAM appelé MEM2. Mettre du voltage à ces endroits permettait de rendre la mémoire lisible via un outil externe. Au sein de ce dump se trouvait évidemment une partie du code de iOS, mais ce dump contenait surtout les clés privées pour chiffrer les jeux et les applications utilisées sur la Wii, permettant ainsi de pouvoir chiffrer n'importe quelle application normalement non signée par Nintendo, dont la fameuse Homebrew Channel avec ce thème musical très connu des possesseurs de Wii. Malgré toutes les sécurités et les attentions que Nintendo a placées sur la Wii, c'est aujourd'hui la console la plus simple à pirater via un soft modding des plus rapides. Je ne vous ai pas non plus montré également le fait que la Wii n'était pas non plus immunisée aux sauvegardes corrompues, comme pour la Xbox, notamment avec le Twilight Hack, une sauvegarde corrompue du jeu Twilight Princess. Évidemment, Nintendo est toujours aussi touchy sur le sujet, donc je vous montrerai pas comment faire ici. Je vous laisse rechercher sur internet. Mais une chose est sûre, le piratage de la Wii a permis évidemment le piratage des jeux, mais aussi l'avènement de Homebrew, qui sont toujours maintenus aujourd'hui. Vous pouvez même installer Windows sur la Wii, ou même une ancienne version de macOS. La suite, vous la connaissez, la Wii sera succédée par la Wii U, mais malheureusement ne trouvera pas son public, car les gens penseront que la Wii U n'est qu'une tablette pour la Wii. Alors c'est pas faux, mais c'est pas le sujet. Cependant, malgré l'échec commercial de la Wii U, l'héritage de la Wii perdure encore aujourd'hui, dans la tête des gens, mais aussi au niveau des constructeurs. Surtout avec cette innovation du gameplay qui inspirera notamment les concurrents, avec le PlayStation Move, qui sera en fait juste une Wiimote pour la PS3, mais également le Kinect chez Microsoft, qui ira encore plus loin que Sony et Nintendo en se passant totalement de manette. La manette, c'est vous. Voici Kinect pour Xbox 360. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas évidemment à liker, commenter et à vous abonner pour plus de contenu sur le jeu vidéo, les techniques anti-piratage mais aussi sur la science de manière générale. Ciao!